Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Un au-delà du miroir ce soir sur l'ufologie, autour de l'ufologie. Je sais que vous adorez ça. On adore se faire peur. On va retrouver quelqu'un qu'on avait déjà eu sur cette antenne en avril dernier, je crois, qui s'appelle Peter Knight, l'homme qui a rencontré David Vincent. C'est une émission par téléphone, vous m'entendez, Peter? Je vous entends. Moi aussi, 5 sur 5. Alors là, vous avez publié un premier ouvrage qui s'appelait Les Envahisseurs. Voilà, le secret des envahisseurs. Le deuxième, c'était... Le dossier secret des envahisseurs, le deuxième. Et là, jamais 203, nous sommes dans les envahisseurs tout court, mais avec les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Voilà. Alors rappelez-nous un peu les trois ouvrages. On va plutôt s'intéresser au dernier. Tout part d'un code que j'ai découvert dans la série, donc code qui est tout à fait réel puisque l'acteur dans sa préface qu'il a fait dans mon deuxième tome révèle effectivement que ce code avait bien été inséré dans les images et les dialogues de la série, comme je l'avais découvert par intuition. Le fameux code Adamski, mais ça faudra. Voilà. On revient. Voilà. On en reparlera peut-être pas. Je conseille à ceux qui nous écoutent de revenir sur les podcasts ou sur YouTube. D'ailleurs, il y a la revue Aliens porte le titre du code Adamski. La revue, l'édito est sur les envahisseurs et à l'intérieur il y a un long article qui explique encore plus en profondeur ce code Adamski. C'est la revue Aliens qui paraît dans toutes les presses à la vitrine numéro 33. D'accord. Alors ça c'était pour le premier. Alors le deuxième. Le deuxième, c'est la suite du code Adamski, mais qui petit à petit on avance et on va s'apercevoir, d'abord par mon expérience que j'ai eue entre l'âge de 3 et 8 ans, donc de ce que sont ces pilotes réellement, qu'on prend pour des extraterrestres tout le temps, alors que je sais que depuis que je suis psy, que ce sont finalement, c'est bien autre chose, c'est toute la problématique de l'énergie libre depuis Tesla, l'homme transformé par l'énergie libre, comme dans une chrysalide en compression, c'est-à-dire qui passe de chenille à l'état de papillon sur le plan physique, et là c'est par l'énergie libre qui passe à travers son corps, il devient de l'humain au méta-humain. Ça revient à ce que disait Bruce Lee, c'est-à-dire qu'il y a deux opposés, il y a le petit, le grand, les ténèbres, la lumière, le fini, l'infini, et ensuite on accède à l'homme, puis au créateur, c'est-à-dire la créature et le créateur, donc ces deux opposés fusionnent et on devient un troisième être, quelque chose d'autre, de très mystérieux, c'est d'où le mot mystique, veut dire mystère, et donc là on atteint un degré de métamorphose, c'est-à-dire ce qui est transformé au-delà de la vue, quoi, et qui coïncide avec en compression l'énergie libre, qui devient une expression libre, c'est-à-dire cette énergie libre crée une fusion entre matière et énergie, et ce qui fait qu'on devient autre chose, et les pilotes, c'est exactement l'humain transformé en méta-humain, et ce que personne, je suis même sidéré qu'aucun journaliste n'en ait réellement parlé, puisque Nikola Tesla en parlait aussi, Vivekananda, mais là, qui était l'ami de Nikola Tesla, et on n'en parle jamais, et ces pilotes, l'armée le sait très bien, sont des humains transformés en méta-humains par l'énergie libre, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils financent, ils veulent financer, ils veulent tout faire payer, l'énergie, alors que Nikola Tesla voulait la faire gratuite, c'est pour ça qu'il a été mis de côté. On a une heure devant nous, hein. Et alors heureusement qu'il y a des podcasts et des réécoutes sur YouTube, parce que il faut vous suivre, hein, Peter Knight. Alors, est-ce que dans la première émission qu'on a eue ensemble, vous nous avez parlé de ce qui vous est arrivé justement quand vous étiez jeune? Je me souviens pas, ou tout du moins vous pourriez peut-être nous le rappeler. Oui, vous nous aviez, je crois vous aviez lu, vous aviez lu un passage. Un passage du livre, effectivement, où je voyais effectivement ces pilotes, parce que mon père devait avoir un implant, il était emmené dans ces vaisseaux, et moi-même j'ai été emmené dans ces vaisseaux, et j'ai pu voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc c'était des êtres humains, comme Nikola Tesla cherchait à travers l'énergie libre à transformer son corps, il pouvait rendre transparent des parties de son corps, et je les ai vus, ces êtres, il y avait des hommes et des femmes en combinaison spatiale, et ils devenaient transparents, et ils rayonnaient par finalement la colonne centrale de l'engin,
qui était comme du cristal. Donc d'ailleurs il y a d'autres témoins qui ont vu cette colonne en cristal, comme du cristal, et je pouvais voir que cette énergie traversait cette colonne de cristal et rayonnait à travers le corps humain, à travers la colonne vertébrale, et ces hommes se métamorphosaient, devenaient on avait l'impression que l'énergie libre traversait comme une foudre en mouvement tout le corps humain, des pieds jusqu'à la glande pinéale, et il devenait très transparent et il pouvait injecter dans mon esprit des messages à travers des ondes, c'est-à-dire des rayons comme des lasers qui traversaient mon cerveau. Et donc ils étaient hyper dynamiques, tout à coup ils avaient une force et une majesté incroyable, et donc j'ai vécu avec eux à chaque fois ils venaient me chercher la nuit et je faisais une sorte de mission très particulière que j'ai mis dans mon 2e tome, et ça faisait partie certainement d'une guerre secrète où des peuples de l'Antiquité étaient surveillés à travers le temps et l'espace, c'est-à-dire ils ont des possibilités très élastiques d'inverser le temps et d'arriver à des niveaux du passé comme du futur. C'est incroyable cette histoire. Donc moi je l'ai vécu d'une manière phénoménale, sans intellect, et maintenant je suis en train de tout revisiter bien parce que l'école m'a ralenti complètement. J'avais pas besoin d'aller à l'école avec ce savoir que j'avais, et c'était un savoir phénoménal. C'était une action. C'est comme Bruce Lee le dit, on n'a pas à réfléchir, ni à essayer de se préparer, ni à penser, tout ça. Il faut pas, c'est ça l'autoconscience qui bloque tout. Il faut que ça soit sans penser, sans rien, c'est spontané. Donc la vraie vie est une affaire phénoménale et spontanée, quoi. Alors vous aviez quel âge? Ça a duré combien de temps? Ça a duré plusieurs années, de 3 à l'âge de 7 ans, où j'ai pu voir des choses qu'on voit dans Stargate, par exemple. J'étais emmené à travers un portail où j'arrivais, ma conscience était projetée dans un corps humain d'une 50aine d'années, alors j'avais 3 ans, et j'étais parfaitement conscient que j'étais dans un corps humain vieux de 50 ans qui avait un bâton, qui était dans le désert, et il rejoignait plusieurs êtres dans une petite cité qu'on voit sur le tableau curieusement de John Martin, qui s'appelle je crois le dernier homme, et d'ailleurs j'avais l'impression d'être le dernier homme sur Terre aux confins d'un désert. J'étais parti de la nuit chez mes parents, la chambre, et quand l'objet arrivait dans un désert qui semblait être le désert de la mer morte ou quelque chose comme ça, eh bien en fait j'étais extirpé du vaisseau magnétiquement, et je voyais il y avait une femme qui ressemblait à Ishtar qu'on voit dans les livres de Zecharia Sitchin. D'ailleurs c'est la même chose, elle avait un manteau conique électroluminescent, un casque, et donc je pense que c'était la technologie à énergie libre d'une sorte de race du futur. Et ensuite mon âme était absorbée dans un autre corps, mais vieux, pour que je surveille ce corps, curieusement. Et je pensais, moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, je voyais le vaisseau disparaître, il s'éteignait, c'est-à-dire il y avait une porte de lumière sphérique, et c'était blanc lumineux intense dans le désert, exactement comme on le voit dans un des Stargate. Il y avait les derniers Stargate qui étaient parus, il y avait eu 2 ou 3 coffrets, je me rappelle plus, c'est Stargate Univers ou je sais, un truc comme ça. Et ben en fait, je vivais exactement ce qu'on voit dans Stargate Univers. Alors je pense qu'à Hollywood ils sont au courant de tout, mais eux ils font des voyages à l'extérieur dans l'espace. Moi c'était à l'intérieur dans le temps. Tout était en compression, et c'est ça que je pense qu'ils ont changé à Hollywood. Alors vous savez, quand vous me parlez de ce manteau, je vois le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah oui? Dans le désert, là, avec son manteau et sa baguette magique. Je ne savais plus qu'il avait un manteau, mais de toutes les façons, ce que vous voyez dans les livres de Zecharia Sitchin, le manteau conique et tout, c'est exactement ce que j'ai vu. Et cette femme entrait en lévitation, elle était gentille avec moi, bien qu'on sentait que c'était des êtres un peu comme Bruce Lee. Ils étaient très panthères, très très étranges, et on entendait un bruissement électromagnétique, exactement comme dans les romans de Doc Savage, où on décrit que Doc Savage émet une longueur d'onde qui ressemble au vent à travers les branches. Mais moi j'entendais ça, mais comme des feuilles d'aluminium qui se plient avec un crépitement, et donc je pense, et mes cheveux se dressaient sur la tête, donc j'explique tout ça, ce qui se passait. Je n'ai rien compris quand j'avais une peur absolue, parce qu'en plus de ça, avant que le vaisseau n'arrive, je sentais l'huile d'olive, et l'huile d'olive a plané dans le vaisseau, et en fait je me rendais compte que quand il me projetait dans la conscience de cet homme de 50 ans qui était dans le désert avec une grande robe et des sandales, et on allait rejoindre d'autres gens qui avaient un bâton, une grande robe et des sandales, eh bien ça sentait à planer dans ce patelin pauvre l'huile
l'huile d'olive. Donc en fait, ils utilisaient pour des rituels, puisque je l'ai lu dans les manuscrits de la mer Morte, des rituels des prochains messies qui existeraient avec des rituels à l'huile d'olive, où ils avaient enfermé dans des fioles de l'huile d'olive qu'on a découvert dans les grottes de la mer Morte. Donc c'est en rapport avec ce que j'ai vécu. Alors, vous dites donc, vous en avez vécu des choses. Alors, vous dites que vous arriviez à communiquer avec eux d'une manière un peu télépathique. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Il me parlait de la lumière blanche et de sa structure, de tout comment était, disons, l'architecture de l'univers était vraiment cette lumière blanche pour eux. Et donc là, c'est une coïncidence avec l'énergie libre. Pour moi, avec ce que recherchait Nikola Tesla, il était capable, avec l'énergie libre, non seulement de prendre dans ses mains des boules de foot de 50 000 volts, parce qu'il y avait un maillage avec comment on appelle ça, comment on dit, Tesla a fait des bobines électromagnétiques à induction magnétique, donc ça faisait un maillage électromagnétique tout autour de son corps. Il était protégé par un mur invisible, lisse comme une cotte de maille. Il pouvait prendre et faire rouler sur son costume et les prendre à pleine main des boules de foot de 50 000 volts sans être désintégré. Donc il était le maître, on l'appelait le sorcier de l'électricité d'ailleurs. Il avait créé l'antigravité et curieusement il y a une bande dessinée, je le dis tout de suite parce que je l'ai mis dans Aliens, on voit la bande dessinée, on voit une coupe d'un vaisseau spatial de type Tesla dans les plans de Nikola Tesla. Il y avait un vaisseau en forme de goutte allongé, en forme de soucoupe volante qui est la soucoupe volante d'Adamski. Donc la soucoupe volante d'Adamski que vous voyez avec un grand blond, c'est vraiment la soucoupe de Nikola Tesla. Et ensuite des sphères. Et dans le Marvel numéro 9, un mensuel des années 68 par là 69, on voit ce qu'on appelle une organisation secrète, les Terrifiques, dont le personnage en combinaison métallique or regarde sur un atoll les Quatre Fantastiques et c'est lui qui a créé l'antigravité. Or, il s'appelle le sorcier. C'est une référence par Stanley Lieber, qui s'est fait appeler Stanley aux États-Unis, qui a créé les super-héros, de dire que c'est en fait un engin. Donc dans la bande dessinée, cet homme s'appelle le sorcier et a créé cette sphère. Eh bien, c'est la sphère de Nikola Tesla, en plus de la soucoupe, où il se faisait appeler Nikola Tesla le sorcier, lui aussi, le sorcier de l'électricité. C'est exactement. Et donc, dans ces époques-là, on ne connaissait pas Nikola Tesla, on n'en parlait jamais. Donc, le Stanley Lieber était au courant et a fait ses super-héros en fonction de l'énergie libre de Nikola Tesla, c'est-à-dire le Silver Surfer, le sorcier dans les Terrifiques et les métamorphoses des êtres humains en surhommes par une énergie cosmique particulière. C'est justement Nikola Tesla. Alors, comment vous expliquez qu'il soit venu vous embêter, vous? Je crois que votre père avait une importance dans l'histoire. Pourquoi oui, parce qu'il a été élevé par une caste secrète, on ne sait pas du tout qui c'est, très très riche et très puissante. Justement, quand j'ai lu Jacques Vallée disant qu'il a découvert l'origine des ovnis, qui n'est pas du tout extraterrestre, dans le livre de Maurice Chatelain, Les Messagers du Cosmos, il parle d'une organisation secrète depuis des milliers d'années qui possède, au fond des océans et tout, alors je peux même vous le dire directement parce que je l'ai déjà dit dans des interviews, il pourrait en effet exister sur la Terre, dont les continents ne sont pas que partiellement explorés et dont le fond des océans ne l'a jamais été. Une société secrète très puissante, disposant de ressources financières énormes, avec des bases souterraines ou sous-marines, où seraient construites et lancées des engins mystérieux en forme de soucoupe volante, qui seraient propulsés par un champ unique, semblable à celui que Brown avait découvert et dont il avait démontré la puissance fantastique avec Einstein au cours de l'expérience de Philadelphie. Donc là, il s'agit réellement de ça. Et curieusement, moi je l'ai découvert parce que je sais que c'est des êtres humains devenus sidérales, du fait de l'énergie libre foudroyante qui passe à travers le corps. Alors donc Jacques Vallée, il dit que cette organisation, après une enquête serrée, il semble maintenant persuadé que toutes les sectes occultes, tous ceux qui l'a contacté pourraient très bien être manipulés par une seule organisation centrale très riche et très puissante dans le but de détruire les civilisations occidentales actuelles pour la remplacer par une sorte de dictature religieuse et militaire. Et curieusement, ça m'a fait penser à Walter Holstein. Vous savez, quand je vous ai dit que j'avais le document de Walter Holstein qui a créé avait fait le traité de Rome dans les années 60 et curieusement c'était justement pour créer une Europe unie. Donc fédérale, une Union européenne fédérale, antidémocratique complètement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc c'est en 57
qu'il a signé le 25 mars 57, qu'il a signé le traité de Rome. Voilà, c'était pas dans les années 60, mais c'était proche. Donc, mais il faut rappeler quand même que c'était un proche collaborateur d'Hitler. Voilà, et donc l'Europe unie, telle que l'Union européenne à l'heure actuelle, est donc d'obédience nazie. Donc un nazi, Walter Holstein, un nazi recruté par les Américains qui se retrouve en Allemagne avec Konrad Adenauer pour signer une Europe unie alors ils disent dans ce document un nazi recyclé par les Américains pour détruire toutes les nations d'Europe et les placer sous un empire dictatorial, et c'est ce que dit Jacques Vallée quand il a découvert que cette organisation centrale qui a manipulé toutes les sociétés secrètes, toutes les sectes, donc qui s'est certainement insinué pendant l'opération Paperclip à travers toutes les couches de la société et a fait des sociétés secrètes différentes pour pas qu'on sache que c'est la même en fait. Et il dit que dans le but de détruire la civilisation occidentale actuelle pour la remplacer par une sorte de dictature religieuse et militaire. C'est exactement ce que veut faire l'Union européenne aussi, donc c'est les mêmes. C'est eux qui ont en arrière-plan le moteur à énergie libre et le disque volant que Nikola Tesla avait dessiné, dont avait dessiné les plans Nikola Tesla en 1907, et ça a été repris après par les nazis, donc, et ils ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale pour cacher les tests des essais et n'ont pas hésité à nous traumatiser pour qu'on puisse pas savoir que cette organisation maintenant a fait l'opération d'exfiltration de Berlin jusqu'aux États-Unis et ensuite a envoyé les nazis partout au Chili, en Argentine. Ils ont ouvert des bases en échange de l'or et ils ont construit en série les condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla, qui lui voulait le faire pour la paix mondiale et l'accès à l'énergie libre. Ça ne s'est pas fait. Donc notre destinée cosmique, notre destinée interplanétaire a été changée par ceux qui nous font tourner en rond, c'est-à-dire des francs-maçons Illuminati qui utilisent l'œil là toujours et qui veulent nous détruire. Voilà, les gouvernements sont mis en place. Rothschild, Rockefeller mettent en place des pions, des gouvernent dans la politique. Et c'est bien la politique qui est en ce moment. D'ailleurs, il y a une preuve de ça c'est marrant parce que j'ai découvert une preuve de ça dans un article très particulier qui s'appelle la théorie des H. La théorie des H, il faut savoir ce que c'est parce que c'est très impressionnant. Donc, Heinrich Himmler, c'est Heinrich avec un H, Himmler avec un H, comme Hitler avec un H, ministre de l'Intérieur du Grand Reich, un velléitaire donc monté en grade à la suite d'intrigues et de jeux de coulisses de gens de sa police secrète. Donc là, on entre dans un système politique. Il est dit qu'on entre dans un système politique qui fait que il cherchait à retrouver l'héroïsme pan-germanique, c'est-à-dire quelque chose il fallait devenir des sortes de héros surhumains. Donc là, on est un peu dans les super-héros style Captain America, le blond aux yeux bleus avec qui combat soi-disant l'Allemagne nazie, mais qui finalement en arrière-plan fait partie de tout ce qui est le super soldat de type nazi, quoi. Et même s'il paraît gentil, Captain America, c'est le super-héros qui finalement fait partie de toute cette technologie de recherche du super soldat. Donc, Heinrich Himmler persuada ainsi Hitler de créer une nouvelle chevalerie païenne donc et guerrière délivrée de l'hypothèque de la morale judéo-chrétienne. Donc là, petit à petit, on en vient au hors-la-loi, ceux qui gouvernent le monde, comme l'avait dit Mathis Borner, qui a écrit son livre qui s'appelle, il était un ami de Lech Walesa, il a fait lettre ouverte à Lech Walesa, il avait essayé de prévenir les nations à travers son livre. Il était conférencier à l'ONU pour la paix mondiale, quoi, et il avait découvert que des États voyous se mettaient en position pour nous gouverner salement, quoi, d'une manière antidémocratique. Et c'est ce qui est en train d'arriver pour l'Union européenne. Oui, on va faire une pause, on va souffler, et après on repartira sur votre troisième livre, qui n'est pas un livre, qui est un roman. On fait juste une pause, quelques minutes. D'accord, ok. On en a besoin. Voilà, un peu de Temple
temps de silence, un peu plus d'une minute. Très bien. Pour nous remettre les esprits un peu sur terre. Alors le troisième, là, les envahisseurs, les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Nous sommes toujours sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, et c'est la deuxième partie de cet au-delà du miroir avec Peter Knight. C'est un roman d'anticipation, de science-fiction, on pourrait dire. Alors non, mais même pas. En fait, je mets 30 pages de. J'avertis le lecteur que ce roman démontre ce que disent de nombreux conférenciers tels Jordan Maxwell. Curieusement, Jordan Maxwell nous dit dans une de ses conférences, c'est un des plus grands conférenciers au niveau de l'ufologie, même à l'heure actuelle, même si on l'a essayé de l'attaquer, et il dit qu'il y a des gens sur Mars. Alors moi, je savais aussi ça, puisque on sait qu'il y a les 4 saisons sur Mars, qu'il y a les canyons, qu'il y a le pôle du glace au pôle nord et sud. C'est comme la Terre, mais c'est une petite Terre, et les édifices et les artefacts qu'on a vus qui ont été photographiés sont vraiment réels. Donc ceux qui ont travaillé sur ces artefacts, les pyramides et le visage, m'avaient envoyé une lettre. Grégory Molinard et Di Petrio, ils m'avaient envoyé une lettre comme quoi 250 teintes de gris avaient été occultées pour que tout paraisse plat pour la sonde Mars Global Surveyor. Tout a été calculé pour plus qu'on voit ces artefacts. D'ailleurs, c'est vrai, même Montigiani l'a dit, et d'autres aussi, etc. Donc, je pars de la réalité que la fiction a été inversée à Hollywood par les images, comme le dit Roseanne Barr, pour créer des personnalités caractéristiques, et qu'on ne vive plus l'aventure sidérale de l'homme, comme le recherchait Nikola Tesla et Vivekananda. Donc, on est arrivé à rien du tout. On est des rampants. On est devenu seulement humain avec une gamelle d'OGM pour nous affaiblir encore davantage, et la pharmacopée chimique pour nous tuer, quoi. Donc, en réalité, qui sont ces eugénistes, puisqu'ils sont tous des eugénistes d'obédience nazie, l'eugénisme. Donc, j'ai fait ce roman pour prévenir l'humanité que tout est vrai en réalité dans ce roman. Donc, ce n'est pas un roman, c'est une situation. C'est-à-dire, j'ai écrit le domaine d'une situation comme Bruce Lee l'aurait écrit d'une manière codée, comme il l'a fait pour ses films, qui sont tous codés en réalité, et qui démontrent que la puissance du dragon est en soi, c'est un circuit imprimé entre les glandes qu'il faut déclencher d'une manière foudroyante. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas qui on est, quoi. On ne sait pas qu'on a été envoyé par un archétype qui est la projection de son propre archétype parfait. C'est-à-dire, nous sommes pas parfaits parce qu'il existe une perfection, justement. C'est dans la dualité du taoïsme. C'est-à-dire, il y a positif, négatif, petit, grand, fini, infini. Ben, c'est pareil. Là, on est devenu créature, on n'est plus le créateur. Mais c'est une coïncidence avec l'archétype de la nature. L'archétype, c'est lui qui fait que on a les arbres, les fleuves, l'eau, etc. On est fait de 80% d'eau des océans. Donc, il faut retrouver le fait que nous sommes le souffle, comme le vent, comme le dit le Christ gnostique dans la Bible, parce que tout a été récupéré du vrai Christ, des hommes Christ gnostiques, mais qu'on connaissait le KRST, le vrai Christ, hein, et après c'est les Grecs qui ont fait CHRIST, mais en réalité ça n'est pas une religion du tout, c'est un savoir. Et ce savoir n'a pas été compris. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme, pourquoi est-il debout? Et qu'est-ce qu'il incarne réellement? Il incarne la totalité de l'univers au niveau infinitésimal. Il fallait comprendre qu'on a été projeté en lumière à travers la matière, et on a oublié qu'on était l'archétype. L'archétype doit refusionner avec la créature ici, parce qu'il faut s'en souvenir. C'est une question de mémoire, c'est mnémonique tout ça. Il faut récupérer la charge de l'archétype qui est restée comme séparée de nous, mais elle n'est pas séparée, il y a un lien, c'est le fil, ce qu'on appelle le fil des Arias, des dieux, quoi. Donc redevenir un dieu est tout un travail, parce que en s'étant projeté de son propre archétype à travers la matière, on a été traumatisé à la naissance et on a oublié la partie essentielle qui reste, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, dans les ondes invisibles. Et il faut récupérer la sensation de l'archétype cosmique pour le faire renaître ici. C'est pas d'être né dans la chair qui est finie, c'est ce qui sera accompli, c'est de créer l'orbe magnétique sphérique tout autour du corps, qui est l'atmosphère, c'est-à-dire le champ magnétique qu'on a oublié d'émettre en longueur d'onde. Et ça, c'est ça la réalité que j'ai appris dans ces disques volants. Donc le troisième, c'est plutôt moi j'appelle ça un roman, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est imagé. Il y a des illustrations aussi dedans qui sont les vôtres.
Oui. Puisque vous êtes illustrateur. C'est ça. J'ai fait comme un storyboard. À chaque fois, comme ça, on avance un peu dans le roman, on a ça. Donc, l'histoire de l'échiquier, c'est simple. Je pars de l'échiquier qu'on voit sur les casquettes sur les côtés des voitures, les cases noires et blanches serrées qu'on voit sur les voitures de police anglaises ou sur leur casquette, tout autour comme un anneau, on voit des cages d'échiquier noirs et blancs. Parce qu'en fait, les francs-maçons de haut niveau nous baladent sur un échiquier dans leur tête, c'est-à-dire qu'on doit être des pièces d'échiquier. Et donc je l'ai dit à Richard Glenn, que en fait le jeu de l'échiquier c'est bien ce que font les Olympiens, le Concile des 300 liés aux francs-maçons de haut niveau Illuminati, pour nous placer sur un échiquier. Pas où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes sur une case d'échiquier. Donc c'est pour ça que j'ai mis la parole de Saint-Yves d'Alverde au début, parce que Saint-Yves d'Alverde devait connaître cette vérité, que le lecteur se figure un échiquier colossal s'étendant à travers presque toutes les régions du globe. Parce qu'il faut bien prendre conscience que la Terre est pour ces Illuminati un échiquier pour pour chaque membre des civilisations. On est pour eux une pièce d'échiquier. Mais bon, il faut savoir laquelle et comment muter pour empêcher ce qu'on appelle la destinée karmique qu'il nous impose. Là, vous êtes sur quelle case, Peter Knight ? Moi, je suis sur une case qui me permet de partir en diagonale. Donc, vous êtes un cavalier ? Je suis une sorte de fou. Un fou, oui. Oui, je suis un fou. C'est bien de le dire. Oui, je suis une espèce de fou, et le fou dans la carte du tarot, c'est 0, je crois. Le fou dans la... Oui, c'est le mat. Il a le bâton, il s'en va, mais c'est le mat, oui. C'est le mat. C'est celui qui doit se transformer pour atteindre l'illumination et devenir le roi. C'est-à-dire qu'en réalité, le roi, ce n'est pas le roi matérialiste, c'est le roi pauvre. C'est-à-dire, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on nous enseigne de devenir super connu, côté tout ça. Et c'est justement ce qui est incroyable, c'est que on a là des, comment on appelle ça, on revient à chaque fois à la gnose. Je me suis rendu compte que dans ma recherche, chaque fois je revenais au Christ gnostique, mais le Christ gnostique n'est pas de la religion, et ça a été confondu par ceux qui font de la cabale noire en ce moment un peu partout dans le New Age, et qui n'est pas la vérité. Il y a rien. En fait, il faut aller, comme le dit aussi, vers le vide. C'est vers le vide où on est déconditionné. Par exemple, je vous dis une parole comme ça du Christ gnostique, de l'évangile de Nag Hammadi. Jésus a dit, donc les anges viendront vers vous avec les prophètes et ils vous donneront ce qui est vôtre. Vous-même, ce que vous avez en main, donnez-le leur et dites-vous ceci. Quel jour viendra-t-il recevoir ce qui est leur ? Voilà, c'est retourner au royaume. Ce qui est soi, ce qui est en soi, c'est un royaume en fait. Mais on n'en a pas conscience parce qu'on croit que l'empire politique extérieur est le royaume. Et c'est là toute l'affaire qui se passe depuis des générations où on vit tout le temps la même chose. Soit on peut s'incarner dans l'empire romain, soit on peut s'incarner au temps du western, soit on peut s'incarner au temps de Chicago, au temps des Terres. Ça sera toujours la même chose. Il y aura des gens véreux, ils essaieront de posséder les autres et tout. Et c'est le même scénario à chaque fois parce que c'est un test qu'on nous envoie. C'est un test qu'on s'envoie à soi-même. On va dans le plus bas niveau pour comprendre où est le véritable royaume. Il est à l'intérieur, il est caché à l'intérieur de soi. Et tant on croira qu'on fait partie de l'extérieur, c'est-à-dire délétère, tout ce qui est pourri, on fera avec, alors qu'en fait, on cherchera donc une espèce de petite gloire misérable, parce qu'à chaque fois on recommence nos vies pour faire ça, et c'est une mauvaise direction. Donc je vous dis là, il dit, et dites-vous ceci, quel jour viendra-t-il recevoir ce qui est leur? Donc c'est le royaume. Hein. Les anges et les prophètes sont des créatures et comme telles, mortelles. Elles ne peuvent donc donner que ce qui est de leur niveau. En revanche, donc au niveau de la gnose, hein, ce que j'ai en main, donc ce qu'il dit là, j'ai en main, c'est chacun à soi-même a le royaume en main, mais il ne le sait pas. C'est ce qui était avant d'exister. Donc c'est ce que moi j'ai vu dans les disques volants. Ce qui était la lumière du monde, donc avant d'exister, c'est ce qui permet de donner, c'est ce qui est vraiment mien
et c'est ce qui me sauve. Donc, je ne me projette pas vers les autres. Ça, c'est le premier commandement de la gnose. Je ne me projette pas, je ne nourris pas de fantasmes. Simplement, je demeure attentif, accueillant, je réponds à la demande dans l'accueil et le don. C'est ce que disait aussi Bruce Lee. Le psychique continue de se faire de Jésus un portrait à sa mesure. Là, c'est trompeur, ça. Il le voit venant dispenser un enseignement magistral, cohérent, systématique. Par contre, le gnostique voit Jésus dans sa réalité intemporelle. Pour lui, le maître ne vient pas secourir un peuple qui attend des signes du ciel. Il ne veut sauver personne puisqu'une pseudo-entité n'a pas à être sauvée, puisque elle commet des erreurs. Donc en fait, pour l'instant, c'est à chaque fois qu'elle va commettre une erreur qu'il faudra qu'elle se réveille. C'est ça son don. Il ne veut pas faire du bien. En revanche, il répond avec une totale spontanéité, comme le dit Bruce Lee, et à la quête des gens qu'il rencontre, mais seulement quand la demande exprime une interrogation sérieuse. Voilà aussi ce que dit Bruce Lee, et là c'est dans la gnose de Nag Hammadi, curieusement, et c'est curieux parce que tout se rapporte à ce que dit Bruce Lee dans le Tao. Alors je n'en reviens pas, donc il faut partir du vide, où rien n'est conditionné, et comme Tesla, chercher le vide aussi, et l'énergie à travers le vide, curieusement, aussi chercher le vide aussi, c'est-à-dire la vacuité taoïste, quoi. C'est curieux tout ça. Alors, vous écrivez que dans un épisode codé des envahisseurs, le prophète nous met en garde contre les pilotes de ces disques magnétiques voulant à tout prix passer pour des anges. Un des dialogues précise: les saints ne descendent pas du ciel en vaisseaux spatiaux, n'est-ce pas, monsieur Vincent? Mais moi, je voudrais vous poser une question. Quand vous étiez enfant, que vous les avez vus, finalement, c'est ce que vous avez vu, c'était un peu ça? Alors moi, ce que j'ai vu, parce que je savais que ces êtres ont un aspect très véloce. Donc en fait, la foudre qui passe dans leur corps était l'énergie non enroulée à la base de la colonne vertébrale. C'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Elle se déroulait et touchait à traverser leur crâne. Je pouvais voir la transparence et la lumière sidérale qui jaillissait d'eux et faisait des êtres qui pouvaient ressembler à des serpents de lumière vifs et véloces. De la foudre traverser le corps intérieur, les transformer en corps de cristal. Mais ils étaient faits de chair, mais leur corps les molécules. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai entendu un truc comme si ça ne. Non, vous marchez encore, ça, je vous entends. Ah d'accord. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que cette transformation est méta-humaine, c'est-à-dire c'est de la métascience. Donc ce que je comprends, c'est ce qui a été mis en code dans les envahisseurs. Mais Andrew McIntyre dit attention, ce ne sont pas des saints. Donc en fait, lui a dû voir débarquer au Pentagone ceux qui avaient volé les plans du condensateur discoïdal de Nikola Tesla en 39-45, puisqu'il pilotait un bombardier, Andrew McIntyre, et sa fille travaillait pour George Adamski dans les années 50-60. Donc en fait, je pense qu'Andrew McIntyre a compris que c'était des hommes, des êtres humains et pas du tout des extraterrestres. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on aille chercher quelque chose à l'extérieur dans l'espace et tout, puisque c'était là. Donc c'était la pure lignée viking, les werewolves qui possédaient ça, et ce n'était pas des saints, ça. Mais ils avaient découvert, ils étaient très intelligents, les Nordiques, de la pure lignée viking, dit les werewolves de la guerre 39-45, c'est que ils ont arrêté leur karma. Il y en a même qui ont arrêté, soi-disant, le vieillissement. Donc j'en parle, il me semble, dans mon 2e tome, ça, je crois, ou dans le 3e, je sais plus. Ils ont arrêté le vieillissement du corps. Certains, une centaine seraient à Berlin à l'heure actuelle, auraient arrêté pendant la 2e guerre mondiale le vieillissement. Donc c'est le sujet de mon ouvrage. On va faire une 2e pause musicale et après on va peut-être terminer cette émission toujours sur ces envahisseurs, les pions humains du jeu d'échecs de Mars. On va aller un peu voir Mars. 3, 2, 1, 0. Dans le ciel, un soleil rouge qui attend, et soudain
1971, Françoise Hardy, Le Martien, Peter Knight, vous avez envie de partir avec elle vers ce soleil rouge? Mais en fait, j'avais la sensation, comme Jordan Maxwell, qu'il existe quelque chose qu'on nous cache de Mars. Et donc il y a un Allemand qui a fait cette étude il y a très longtemps, dans les années 50, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je l'ai cité soit dans le 2e, soit dans le 3e tome, et il dit que la Terre et Mars, c'est comme 2 planètes jumelles où il y a eu la vie dessus, et il explique que c'est pareil, il dit qu'il y a les canyons, comme je l'ai pensé, les 4 saisons et tout ça, et il dit que il y a eu vraiment des gens sur Mars, donc il faut pas croire qu'on va tout le temps dans une bande dessinée de science-fiction quand on parle de ça. Pourquoi est-ce que des gens intelligents qui sont des chercheurs vont nous dire, comme Jordan Maxwell, ils vont pas perdre leur temps à dire que ça gratuitement. C'est pour ça qu'il faut voir précisément que le mystère de la vie s'accomplit partout. Il n'y a rien d'interdit. C'est nous qui interdisons le rêve, et en interdisant le rêve, on interdit la réalité, parce que le rêve doit fusionner avec la réalité. C'est ce que cherchent à faire les politiques. En se moquant de vous, il faut tout le temps des preuves. Mais non, il faut être au contraire vide, comme le dit Bruce Lee, et accomplir directement, spontanément. Donc là, on est bien. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a eu un empire sur Mars, comme le dit Zecharia Sitchin. Il le dit, lui, que des gens sont allés sur Mars. D'ailleurs, je me rappelle plus de la planète en sumérien, comment ça se dit, mais il le dit dans ses ouvrages. Et il dit que ils allaient en Vimana jusque sur Mars. Donc, il y en a même un qui a écrit, je sais plus comment il s'appelle, Vimana, c'est un ouvrage, et il dit que toutes les planètes du système solaire sont habitées. Ce qu'a dit justement Howard Menger quand il a été contacté par des blonds, et même George Adamski l'a dit aussi. Donc, il faut comprendre, même le fils de Lipri, là, qui était du projet, ce qu'on appelle les fédérations sur Terre interstellaires, là, je ne sais plus comment ça s'appelle depuis la Deuxième Guerre mondiale, lui aurait été même projeté par un portail Xanga jusque sur Xandra, jusque sur Ganymède, dit-il. Et il décrit Ganymède avant même que les sondes y soient allées, dans les années 50-60, je ne sais plus. Lipri. Oui, l'IPRI. Donc en fait, cette organisation le dit et il décrit donc Ganymède, et quand on a envoyé une sonde, c'est exactement ce qu'il avait décrit. C'est donc incroyable tout ça. C'est qu'il faut faire attention à ce que disent les gens. C'est pas des rigolos. Ils travaillent énormément, très longtemps, et il leur arrive quelque chose. Et je dis dans mon roman, j'explique la projection de la matière à travers l'univers, que l'univers est une grande pensée, comme le disait Teilhard de Chardin, mais que tout peut se matérialiser à travers cette pensée. Donc à ce moment-là existent les atomes, les molécules, etc. Mais à l'origine, c'est surtout une pensée où il n'y a quasiment ni atome ni molécule, c'est une pensée, quoi. Donc il faut arriver à cet extrême, oser arriver à cette extrême manière de penser libre, totalement libre, comme l'énergie libre et cosmique et galactique, elle est sur tous les mondes. Les mondes existent grâce à l'énergie libre. C'est Jupiter, c'est Saturne, et puis c'est aussi d'autres constellations, et voilà, l'énergie libre forme des galaxies, et c'est dans la pensée de ce qu'on appellerait un gigantesque créateur, une sorte d'entité ide de l'univers. Donc il faut devenir cette entité ide, mais dans le microcosme, c'est-à-dire dans l'univers relatif, afin qu'on devienne un produit fini, transformer ses essences, c'est-à-dire on est fait de 4 règnes, des 4 règnes et des 4 essences, et on devient une 5e essence positionnée au centre de la croix des 4 règnes et des 4 essences. On devient quinte essentielle. La quintessence, la 5e essence, c'est soi-même, et c'est le Dieu, ce qu'on appelle l'ide intérieur, c'est-à-dire la substance de l'intelligence créatrice. C'est elle qui est galactique, quoi. Alors, ce livre, donc, le dernier, là, Les Envahisseurs, les pions humains du jeu d'échecs de Mars, est un projet de film qu'on pourrait présenter plus tard au festival de Cannes. Je crois que David Vincent est d'accord. Moi, quand je lis le livre, je peux dire qu'au niveau des effets techniques, ça doit être un peu compliqué. Bon, ça, c'est une chose. Vous écrivez à la page 43, au cours d'une interview télévisée à Cambridge, des journalistes interrogent l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui s'exprime par l'intermédiaire d'un ordinateur en raison d'une maladie sur les dangers du développement de l'intelligence artificielle, risquant tôt ou tard d'anéantir notre civilisation. Dans un entretien à la BBC, le scientifique affirme que ce type de technologie pourrait évoluer rapidement et dépasser l'humanité, un scénario comparable à celui des films Terminator.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette intelligence artificielle ? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai dit que la science-fiction est devenue réalité. D'ailleurs, il y a une de mes voisines qui m'a acheté mes ouvrages et elle a fait partie d'une société secrète aux États-Unis, donc qui s'appelle Neotech Illuminati. Et elle a dit qu'on lui a donné les classeurs où il y avait les photos des corps synthétiques qu'ils étaient en train de fabriquer, c'est-à-dire pour téléchargement d'une conscience à l'intérieur. Et elle disait qu'à l'époque, il disait qu'ils n'étaient pas prêts, il y a 30 ans de ça, mais maintenant elle me dit qu'ils sont prêts. Donc en fait, on peut c'est-à-dire ce que fait Google dans ce qu'on appelle dans la biomécanique au niveau des corps du transhumanisme, eh bien en fait, Neotech Illuminati construirait à l'heure actuelle des corps, donc c'est Nova Team aussi, c'est une société secrète donc qui est liée à Neotech Illuminati, donc qui recruterait actuellement sur le web en prétendant révéler des fameux secrets moyennant de fortes sommes d'argent. C'est pour une élite, donc vous pouvez acheter un corps synthétique et propulser à l'intérieur, donc c'est ce qu'on voit dans la bande dessinée, l'équipe Tonnerre. Tonnerre était donc la recherche que les nazis ont faite sur tout ce qui était la métamorphose du genre humain, et avec là c'est des corps artificiels, donc c'est les corps des envahisseurs qu'on voit dans la série qui se désintègrent pour pas qu'on sache quelle est cette technologie. Donc là je pense qu'on est arrivé exactement en arrière-plan à des êtres cimes. Donc l'affaire de Chirac avec ces êtres qui avaient été découverts au sang bleu dans les cliniques et les hôpitaux, j'ai fait une petite enquête parce que l'homme qui s'occupait de ça, comment s'appelle-t-il cet homme déjà ? L'homme qui s'était occupé de l'affaire de Chirac, je me rappelle plus, pour l'affaire du sang bleu là. J'ai plus son nom. Bien, en tout cas, je l'ai vu. C'était un grand ufologue. Il avait écrit des livres et il avait parlé de ces gens qui ont été découverts dans les cliniques et les hôpitaux qui ont un liquide bleu dans le corps. Ils ont dit sang bleu, mais non, c'est pas du sang bleu, c'est vraiment un liquide. Le liquide nanotechnologique est justement bleu. C'est de l'antigel. Ça ressemble à l'antigel, oui. Voilà. Et dedans, il y a des nanorobots qui font des choses étranges. Et donc là, je pense que ce qui a été découvert dans ces cliniques et hôpitaux qui étaient cachés par Jacques Chirac. Jacques Chirac avait fait le top secret là-dessus. Moi, je l'ai su grâce à cet ufologue de renom, mais je me rappelle plus le nom là, je peux plus vous le dire. Eh bien, je pense que les êtres cimes, des êtres artificiels, ont été réellement créés avec téléchargement d'une conscience dedans, et c'est ce qui s'est passé dans les années du temps de la présidence de Chirac, puisqu'il y a eu cette affaire qu'il avait donc il avait mis un blackout sur cette affaire. Moi, j'ai tout su de ça. J'ai vu l'énorme, ce qu'il avait écrit, l'énorme traité qu'avait écrit cet homme là, cet ufologue. Et là, je peux vous dire que avec cette femme qui me parle de Neotech avec des corps artificiels, là, je pense qu'on rejoint effectivement la bande dessinée Tonnerre de l'équipe Tonnerre, où Naumann est un homme, un physicien qui va mourir et il crée un corps artificiel et projette sa conscience dedans. C'est comment ah oui, ça y est, je me souviens du nom. Jacques Magnez. C'est Jacques Magnez qui a mis en exergue toute cette affaire. Alors, le transhumanisme, c'est ça, hein, maladie, infirmité, vieillesse, et moi je rajoute la mort, tout cela est périmé grâce à notre science. Eh ben c'est marrant. Ce que vous me dites, c'est les paroles exactes. Alors là, on est en train de retrouver un code. Je suis en train de lire dans votre livre. Hein. Ah oui. Mais j'ai rajouté la mort. Hein. Oui. D'accord. Ah ben, alors oui, parce qu'en fait, c'est l'envahisseur dans l'Innocent, l'épisode L'Innocent, oui. Où c'est Magnus, il s'appelle Magnus, l'envahisseur, c'est joué par l'acteur Michael Rennie. Et là, il dit à David Vincent que tout ça, maladie, les infirmités, tout ça est dépassé. Donc en fait, c'est Neotech Illuminati, c'est Google, et c'est Neoteam, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est une autre organisation, mais c'est les mêmes. Et donc, ils sont présents en France, hein, ils ont fait leur 3e congrès cette année. Hein. Eh oui, donc il y a une imposture parce qu'ils sont anti-dieux. Donc il y a Hollywood révèle dans le film de Mission Impossible 3, il y a un homme qui dit qu'il existe un groupe anti-dieu, donc anti-mystique en fait, et donc la dame qui m'a dit qu'elle était avec Neotech et où elle a vu ces corps artificiels, elle aussi dit que c'est des anti-mystiques, des anti-dieux, et Howard Menger, qui a été contacté par des grands blonds, dit qu'on est asservi par une organisation anti-dieu, anti-mystique, c'est qui nous contrôle par télé-influence. Donc ça, c'est via Hollywood, via le Vatican, où on nous raconte que des choses fausses au niveau de la religion, et
Et en fait, ce que je dois dire aux gens qui ont peur, parce que plusieurs m'ont téléphoné et dit mais on peut pas s'en sortir, on est pris par la matrice. Non, on n'est pas pris par la matrice. Il faut retrouver les paroles de Bossy qui dit que l'univers est double. Il y a le petit, le grand, le vrai, le faux. Donc la vraie matrice qui est naturelle, celle où avec les insectes que les moines Shaolin, dont les moines Shaolin récupéraient l'énergie mystique des insectes et des animaux, pour comprendre que la matrice naturelle d'ordre cosmique qu'avait analysé Léonard de Vinci, Nikola Tesla après, des siècles après, etc. C'est vraiment la matrice dont on est issu pour former la chrysalide d'or au centre de soi par compression, l'anneau d'or qui nous permettra de passer de l'humain au méta-humain, comme la chenille dans sa super chrysalide fait qu'elle devient un papillon sur le plan physique, ou comme le morceau de carbone qui par super compression devient du diamant, et les diamants sont éternels. Le carbone, à ce moment-là, le morceau de charbon devient éternel parce qu'il est vitrifié par l'énergie en compression à l'intérieur de sa constitution. Donc c'est ça la réalité. Donc on a oublié, donc la matrice extérieure ne gouverne pas l'homme, surtout pas. C'est la pensée de l'homme qui gouverne l'univers. Et ce que disaient les grands anciens, ils disaient que quand on connaît la science des étoiles, on domine l'univers, c'est-à-dire le sage domine les étoiles. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser cela, c'est-à-dire qu'on est dans un faux semblant d'univers pour comprendre qu'il existe la réalité. C'est pour ça qu'il faut se dépasser soi-même, devenir un héros qui permet l'incarnation de l'archétype qu'on a laissé de l'autre côté dans les ondes invisibles. Et ce lien qu'on a avec les ondes invisibles reforme dans le corps humain l'archétype initial qui nous a envoyé, on s'est auto-projeté depuis notre propre archétype personnel qui est galactique, qui est cosmique. Ce que recherchait Tesla, c'est-à-dire qu'il se retrouvait à travers une technologie d'énergie libre venue du cosmos, c'est-à-dire du centre intérieur, et qui voulait libérer avec des machines. Mais on est une machine physique et on peut libérer ça, comme je l'ai vu dans les pilotes qui avaient ça, mais dont la colonne du vaisseau qui tournait sur elle-même d'une certaine façon pouvait rayonner et nous transformer, mais on peut le faire parce que notre colonne vertébrale, c'est la colonne du vaisseau. C'est ça que j'ai compris et que je recherche à l'heure actuelle à travers cette métamorphose, puisqu'il faut savoir qu'au bout, il nous attend cette métamorphose qu'on ne fait jamais, c'est pour ça qu'on meurt. On revient jusqu'à ce qu'on le fasse. D'accord. Alors, je reviens au début de l'émission, quand vous étiez enfant et que on vous projetait dans un corps de vieillard de 50 ans, si on peut appeler que c'était un vieillard, enfin d'homme de 50 ans. Est-ce que c'est vers les 50 ans que ça vous a pris finalement de vous intéresser à tout ça ? Non, je pense qu'il se passait quelque chose avec ces sages d'un ancien village, peut-être, je sais pas si c'était en Sumérie sur les bords de la mer Morte ou ailleurs, j'en sais rien, mais il se passait quelque chose de très particulier parce que ça m'a, moi des fois je forçais l'homme à rester où le vaisseau avait disparu. Or, il y a un vaisseau étoile dans les écrits dans les écrits anciens de la mer Morte. Et bizarrement, on l'appelait l'étoile, celui qui passe pour Jean le Baptiste, s'appelait l'étoile et Ben Pantera. Curieusement, effectivement, cette panthère, je la vois. Et curieusement, Ben Pantera, ça doit être une indication codée, chamanique de ce qu'était cet homme. Donc, je crois qu'il quittait le village, allait dans le désert, et à ce moment-là, voyait le vaisseau dans lequel j'étais, et là, ma conscience était projetée par les gens, cette femme qui ressemblait à Ishtar, et à ce moment-là, j'étais prisonnier de son corps. Il y avait une partie, dans la partie droite de son cerveau que je ne pouvais pas lire, il y avait comme une barrière, je forçais, mais je pouvais le conditionner, cet homme, à rester et ne pas aller voir certaines fois où il faisait jour, où le soleil me frappait sur la nuque et tout était du caillou et tout est dur, alors que dans le vaisseau, tout était cotonneux, bien, je rayonnais tout, mais alors là, dans ce corps, c'était terrible, et je sentais quelque chose qui était figé, ride dans cet homme, et je pensais que moi, j'allais mourir, je restais là où avait disparu le vaisseau, où le ciel était d'un bleu, la chaleur était intense et tout, mais je restais, des fois il s'asseyait sur un rocher et j'attendais et j'espérais que ça s'ouvrait, mais j'attendais généralement 2 heures, ce qui ressemblait à 2 heures. J'étais très patient parce que j'étais petit, mais j'attendais et je savais que de l'autre côté de l'anneau qui s'était ouvert, c'était la nuit dans ma chambre et je croyais que j'étais mort moi, puisque j'étais plus dans mon corps. Ils avaient enlevé mes essences et cette 5e
troisième essence que je représentais quand j'étais petit était dans le corps de cet homme. Et moi, pour moi, on m'avait volé, quoi. Et j'arrivais pas à retourner de l'autre côté. Mais à un moment donné, effectivement, quand j'étais patient, le vaisseau revenait, on venait me chercher, et là, tout se dégageait. Et je revenais dans mon corps. C'était complètement dingue, cet échange de corps. Mais souvent, dans les ovnis, il est question de clones, d'échange d'esprit et de corps, etc. Ça, on le voit on le voit dans votre livre. Alors, au même titre que vous avez vieilli dans cette histoire. David Vincent aussi, hein, il a vieilli. Donc, c'est ses fils, tout du moins un de ses deux fils, Dylan, qui prend la relève. Et lui, il lui arrive un peu ce qui vous est arrivé à vous. Là, on va bientôt quitter. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Il y a une phrase de vous en début de livre qui dit que les dieux les dieux avaient conçu la machine pour jouer aux échecs avec elle, les êtres humains étaient leurs pions. C'est une phrase de vous, ça. Ah voilà, alors les dieux, c'est que je sais que ce qu'avait dit Jacques Bergier dans un de ses livres, je ne sais plus comment s'appelle son livre, il avait découvert... Le matin des magiciens ? Non, c'est pas le matin des magiciens, c'est un autre. Alors je sais plus si c'est le livre de l'inexplicable ou le livre des anciens astronautes peut-être. Je sais plus si c'est lui. Oui, le livre des anciens astronautes où il explique que les aristocrates des temps anciens, d'il y a de plusieurs milliers d'années, ont décidé à un moment donné de se faire appeler les dieux. C'est-à-dire les aristocrates sont donc devenus, avec une technologie des Vimana, des cosmocrates. Mais alors, en devenant des cosmocrates, ils ont interdit la science au peuple parce qu'ils se jugeaient être plus forts qu'eux et les peuples étaient pour eux comme des esclaves. Donc, en fait, ils étaient restés au bœuf à la charrue et eux avaient les Vimana dans les cours des temples, comme le dit Zecharia Sitchin, des super religieux. Donc, il y avait des aristocrates très très élevés comme aujourd'hui qui, au-delà du yacht, achètent sur le marché noir des espions de l'espace une technologie de l'Apollon nordique, c'est-à-dire Apollon venait du nord et était dans un vaisseau en forme de flèche en or et donnait en échange de l'or sa technologie aux gens de l'île de Delos et aux hindous. Les hindous comprenaient pas très bien. À chaque fois, ils demandaient aux gens de l'île de Delos comment ça marchait, quoi, cette technologie, comment fallait assembler les Vimana, etc. Donc, en réalité, je pense que il va falloir qu'on achève l'émission. Bon, alors je dis que les dieux qui jouent au pion du jeu d'échecs, c'est-à-dire ce sont des êtres humains comme vous et moi, mais qui sont tellement à un niveau politique très élevé qu'ils finissent par se croire être supérieurs à l'humanité, et c'est ça dont il faut se rendre compte pour devenir soi-même, comme le disait Bruce Lee. Donc je peux citer en dernier une phrase de Bruce Lee qui est très très bien, c'est « Je bouge tout en restant immobile ». C'est-à-dire, c'est ce qui se passait dans les vaisseaux. Quand le vaisseau semblait magnétique et passait à une vitesse incroyable au-dessus de paysages magnifiques, de mer bleue de l'Orient, c'était magnifique, ou des îles émeraudes défilaient sous moi ou autour de moi. Et en fait, ce que je voyais, je suis comme la lune en reflet sur la houle incessante. C'est ce que j'avais ressenti dans les vaisseaux, curieusement. Il ne s'agit pas de penser « je fais ceci », mais plutôt de sentir intérieurement quelque chose comme « cela s'est produit au travers de mon corps, cela s'est fait pour ou par moi ». La conscience de soi est le plus grand obstacle à la réalisation de n'importe quelle action physique. C'est pour ça qu'il faut se fondre et devenir presque immobile et ne pas avoir l'air il faut avoir l'air simple et ne pas chercher à expliquer le comment et le pourquoi, parce qu'en faisant intervenir la télé, on arrête l'électro-illumination. Voilà, on va pas trop se poser trop de questions ce soir. C'est une émission à écouter, à réécouter, puisqu'elle sera podcastée sur le site d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, et puis sur ma chaîne YouTube. Les envahisseurs, les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Peter Knight, un grand merci Peter, je suis obligée de rendre l'antenne. Merci Joël. Merci à vous, merci. Et puis de très très belles illustrations dans ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.